was already a dream to be selected in competition. Je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Le piano de Jane Campion. Et merci au jury de laisser rentrer les monstres. And this was beyond my imagination, so thank you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Sorociné, spécial Festival de Cannes. Je suis Mariana Agier et ça y est, on a passé le premier week-end du festival. Un moment crucial pour les programmations puisque c'est généralement à ce moment-là qu'on y trouve les films les plus attendus. Alors de notre côté, on a les yeux qui piquent, le café gratuit de la terrasse des journalistes coule directement dans nos veines, mais on continue d'être là pour vous présenter nos découvertes, en bien ou en moins bien, de ces 3 derniers jours. Alors au programme, des coups de cœur de la compétition, des coups de cœur encore plus gros du côté des sélections parallèles et un débrief collectif de l'événement Gore de cette année. Alors on commence avec la compétition puisque après un démarrage qui était assez faible, on a eu enfin notre première vraie bonne surprise avec Gentle Monster, le 6e long métrage de Marie Kreutzer qu'on avait découvert en France avec le film Corsage en 2022. Alors ici, elle suit un couple d'artistes, un réalisateur qui s'appelle Philippe et une pianiste qui s'appelle Lucie, qui est jouée par Léa Seydoux, qui ont un enfant et qui filent plutôt le parfait bonheur. Sauf que tout bascule quand le mari, Philippe, va être interpellé par la police pour un crime qu'on ne spoilera pas ici. Et suite à quoi, Lucie va devoir envisager la possibilité que l'homme qui partage sa vie n'est pas celui qu'elle s'imaginait et qu'il a possiblement commis des actes innommables. Alors le parti pris de la réalisatrice, il est assez intéressant, c'est de traiter ce sujet non pas sur la question de ce crime en lui-même, mais vraiment à travers le personnage de Lucie, donc de Léa Seydoux, par le fait que sa vie bascule et qu'elle va être dans un tiraillement terrible par rapport à ce qui est reproché à son mari et si elle y croit ou non. Alors sur ce point-là, le film est effectivement particulièrement réussi. Il faut dire que Léa Seydoux, on l'apprécie pas toujours, mais elle est ici assez bluffante. Et d'ailleurs, c'est Noémie Attia et Margot Barallon qui s'étaient réunies après la projection pour en parler. Je leur laisse la parole. Alors moi, c'est contre toute attente le premier film que j'ai aimé dans la compétition. Je suis très contente parce que enfin, genre vraiment, je commençais à penser que j'avais pas de cœur. Et voilà, en fait, c'était juste que les films étaient mauvais. J'ai trouvé ça très réussi. Le jeu de Léa Seydoux est vraiment ouf. Et Margot, toi, tu faisais une comparaison avec Die My Love, ça serait comme une version réussie. Oui, c'est exactement ça, c'est une version réussie. En fait, je faisais le parallèle parce que je trouve que le travail de Léa Seydoux avec son corps est vraiment assez admirable et m'a beaucoup rappelé le travail de Jennifer Lawrence, qui était à peu près la seule chose pour moi à sauver de Die My Love. Je trouve que c'est vraiment assez dingue de la voir. Elle est vraiment filmée sous toutes les coutures. Elle passe par des émotions assez imperceptibles puisque donc elle joue une femme dont le mari est interpellé. Et donc tout l'enjeu du film, c'est de savoir elle en fait comment elle se positionne par rapport à celui qui a été et est toujours d'une certaine manière son grand amour, une énorme partie de sa vie, toute sa vie. Et en même temps, ils ont un enfant ensemble. Donc évidemment, il y a d'autres questions qui se posent. Et je trouve que vraiment, elle a un jeu tout en subtilité où à la fois, il y a des moments où effectivement, elle pète complètement un câble. Et donc, et malgré ça, on tombe pas dans le surjeu. Il y a vraiment quelque chose de très fin en fait dans ce qu'incarne Léa Seydoux qui moi m'a beaucoup plu. Ouais, et moi un truc que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est l'écriture aussi, l'écriture des personnages et notamment de l'enfant. Je trouve que ça a été vraiment creusé et aussi l'enfant est très bien casté. Et Catherine Deneuve aussi m'a vraiment convaincue dans ce rôle de mère qui tient à donner des conseils à sa fille. Elle y met du bon cœur, même si c'est pas toujours les meilleurs conseils. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans le film en termes d'écriture, c'est que à la fois il y a un aspect un petit peu enquête puisqu'on ne sait pas tout à fait ce qui s'est passé et en même temps on capitalise pas du tout sur un sujet extrêmement grave. On capitalise pas du tout là-dessus pour faire un polar à multiples rebondissements. Au contraire, en fait, c'est un peu comme si on enlevait des couches et des couches de complexité pour révéler vraiment l'ampleur du phénomène et la nature finalement de ces violences. Et donc il y a quelque chose de je trouve très intelligent dans la manière dont à la fois on montre vraiment les ramifications de ce genre d'affaires et on fait pas du suspense un peu à la petite semaine qui aurait sûrement été malvenue. Oui, puis je trouve qu'aussi la manière dont Léa Seydoux découvre le crime, donc d'abord elle tombe des nues et ensuite elle essaie de se trouver toutes les excuses. Il y avait vraiment une ambivalence en fait sur ses sentiments par rapport à son ex. C'était vraiment exploré de manière intéressante, ce côté où elle n'arrive pas à se détacher
de cette personne avec qui elle a passé autant de temps, en qui elle a eu confiance. Dans le film, en fait, on suit quand même 2 personnages, celui donc de Léa Seydoux, mais aussi celui de l'enquêtrice qui va débarquer chez elle, embarquer les affaires du mari, puis les convoquer, interroger l'enfant et tout ça. Et là, c'est peut-être le petit bémol, moi, que je mettrais, c'est-à-dire que au début, j'ai été un peu perdue sur le point de vue que voulait vraiment avoir le film. Est-ce que du coup, c'est un point de vue omniscient puisqu'on voit aussi cette enquêtrice ? Je trouve que le personnage de l'enquêtrice est franchement assez sympa. En revanche, il se trouve qu'elle s'occupe de son père et que là aussi, il y a un peu une affaire de violence sexuelle qui se déroule dans ce cadre-là. Et là, moi, j'ai un peu de mal à suivre le scénario là-dessus, c'est-à-dire que je comprends pas très bien pourquoi on nous rajoute cette sous-intrigue là-dedans. Quel est exactement le parallèle entre les 2 affaires ? Là, je trouve ça un peu plus maladroit. Moi, c'est le petit bémol que je mettrais à Gentle Monster. Un autre coup de cœur de la compétition, c'est le 7e film du réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen, qu'on aime beaucoup à la rédaction. Ce film, c'est L'être aimé, qui est déjà en salle à l'heure où je vous parle, puisque le film est sorti en même temps que sa présentation au festival. Alors, L'être aimé, ça suit Javier Bardem, qui joue un grand réalisateur monstre, qui tente de se réconcilier avec sa fille, qui est jouée par Victoria Luengo. Sa fille est actrice et il va lui proposer un rôle dans son prochain film. Alors, ce pitch, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est vrai que ça ressemble curieusement au film Valeurs sentimentales de Joachim Trier qui avait été présenté en compétition l'année dernière. Mais L'être aimé va prendre une direction assez différente et c'est là-dessus que j'ai personnellement beaucoup apprécié le film. En fait, Sorogoyen se concentre vraiment sur l'impossibilité de cette réconciliation, notamment parce qu'il y a des séquences absolument magistrales dont vraiment Sorogoyen a le secret. C'est des séquences où la tension monte progressivement jusqu'à devenir très nerveuse. Je pense notamment, c'est assez évident, à la scène d'ouverture qui est très longue ou à une séquence de tournage d'un repas. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Mais le moment où j'ai été vraiment conquise par le film, en fait, c'est une scène beaucoup plus intimiste où on a Victoria Luengo qui est seule face à son miroir et qui va commencer petit à petit à imiter les expressions faciales de Javier Bardem. Et personnellement, c'est là que je me suis dit qu'on était vraiment face à un excellent film. Alors, ce qui se passe, c'est aussi que Sorogoyen fait beaucoup d'effets de manche avec son film. Il s'amuse beaucoup à faire des changements de cadrage ou des passages en noir et blanc que j'ai trouvé quand même assez gratuits. Mais la finalité de L'être aimé, c'est quand même de dire que non, on ne peut pas, ou en tout cas, on ne peut plus excuser les grands monstres sacrés au nom de leur art. Ici, le cinéma, et quand même, il faut dire que ça fait du bien. Alors un dernier grand coup de cœur de la compétition, mais celui-ci ça a plutôt fait débat, c'est le film Soudain du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi. Alors si vous regardez régulièrement notre tableau des étoiles sur notre site, vous avez dû voir que ce film avait moyennement convaincu nos rédactrices, mais il y en a une qui a d'abord mis 4 étoiles au film avant de changer d'avis et de lui mettre finalement une palme. C'est Alicia Arpaia et je lui ai demandé pourquoi. Parce que c'est un film qui infuse en moi de plus en plus, donc je l'ai vu samedi matin à 8h, dans des conditions en plus assez particulières, parce que voilà, on est en milieu de festival, donc la fatigue elle est très présente, le film dure quand même plus de 3 heures, Hamaguchi on sait que c'est un cinéma qui est assez exigeant, donc j'appréhende un peu, je ne suis pas du tout une grande fan, contrairement à beaucoup de critiques ici, donc j'avais pas de forte attente sur ce film, et en fait je me suis vraiment laissée porter, et j'ai mis 4 étoiles d'abord parce que j'ai adoré ce que ça me racontait sur notre humanité et sur notre société où aujourd'hui on ne prend plus le temps finalement de s'écouter, plus le temps de se reposer, plus le temps de découvrir les autres, d'être dans quelque chose voilà, de très humain, parce qu'on est dans une société capitaliste où la performance, même dans notre vie privée, au-delà de la vie professionnelle, ben, ça infuse aussi de manière très importante. Le film parle de ça. Le film parle aussi de la relation entre les générations, puisque ça se passe dans un EHPAD, et je trouve que le portrait justement d'un établissement de santé pour personnes âgées est vraiment très bien fait. On n'est pas dans quelque chose de misérabiliste, au contraire, c'est un film qui va vraiment vers la lumière. Et ce que j'ai aimé, évidemment, c'est le cœur du film, c'est cette amitié féminine. J'en discutais il y a quelques instants, je suis encore un peu émue avec Virginie Efira pour un autre média pour lequel je travaille, et on se disait que c'est vrai que finalement des grands films qui parlent d'amitié féminine, alors il y en a un sur l'affiche de Cannes évidemment, Thelma et Louise, mais il n'y en a pas finalement tant que ça vraiment qui ont cette amitié-là au cœur de leur sujet. Là ça se déploie sur 3 heures et d'une manière extrêmement profonde, et je trouve que c'est un lien qui est magnifiquement mis en scène par Hamaguchi, qui m'a profondément touchée, avec 2 actrices qui mériteraient pour moi tout à fait un prix d'interprétation commun, parce qu'on sent aussi qu'il y a un travail qui a été fait
sur la langue, toutes les deux évidemment ne parlent pas la même langue, Japon, France, c'est pas forcément évident, et pourtant tout passe par des regards, par des silences. Je sais pas, je suis très 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 émue en reparlant de ce film. C'est pour ça que ce matin en me réveillant, je t'ai envoyé un message pour te dire ce sera ma palme pour l'instant, parce que vraiment j'arrête pas d'y repenser et je suis de plus en plus bouleversée quand je repense à ce film. Voilà. Toujours en sélection officielle, mais cette fois du côté de Un certain regard, il y a un film qu'on attendait avec impatience et aussi avec pas mal d'appréhension. C'est le premier long métrage de Judith Godrèche, Mémoire de fille. C'est une adaptation de l'ouvrage autobiographique d'Annie Ernaux, où l'autrice raconte donc un été à ses 17 ans où elle est monitrice dans une colonie de vacances. C'est un été, donc le fameux été 58 de son livre, où elle va découvrir la sexualité de manière très brutale et aussi ce que c'est la honte de sa condition sociale face aux autres moniteurs et monitrices de sa colonie. Alors, adapté à Annie Ernaux et son style très introspectif en film, c'est toujours un challenge. C'est aussi, alors là je cite directement Noémie, c'est un peu la tarte à la crème des œuvres féministes aujourd'hui aussi, d'où la grosse appréhension qu'on avait en se rendant à cette séance. Et le résultat est plutôt positif, même si le film souffre quand même de quelques défauts assez évidents. Pour ma part, j'ai trouvé que la caméra de Judith Godrèche épousait très bien le regard de son personnage de jeune fille adolescente. J'ai trouvé qu'elle savait très bien représenter ce regard très émerveillé qu'elle porte sur les corps masculins qui l'entourent, et notamment sur le protagoniste principal. Tout ça aussi dans un déni des violences qu'elle subit dans le même temps et qui est plutôt bien mise en scène. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'elle porte beaucoup d'attention aux détails des différentes jeunes filles qui l'entourent. Il y a quelque chose de très naturel en fait dans cette manière de filmer le quotidien dans un film d'époque entre guillemets, sans avoir un jeu de comédienne qui soit trop rigide. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez réussi. Après, je trouvais aussi que le film était souvent trop classique sur son travail d'adaptation. On a souvent des extraits du texte d'Annie Ernaux en voix off. On a une actrice qui interprète Annie Ernaux elle-même à plusieurs reprises dans le film. Et il y avait aussi quelques propos assez anachroniques ou aussi des moments très explicatifs pour chercher à rappeler que le texte d'Annie Ernaux reste toujours très actuel aujourd'hui. Alors, je trouvais que ça alourdissait beaucoup le film et je pense notamment à un regard caméra final qui m'a pas mal agacée. Mais bon, je n'étais pas la seule à avoir vu le film, c'est aussi le cas d'Enora Abri, donc je lui ai demandé ce qu'elle avait pensé de Mémoire d'une fille. Alors on sait à quel point adapter Annie Ernaux est quand même vraiment complexe, puisque dans la littérature d'Annie Ernaux, il y a quand même très très peu de descriptions et également très très peu de dialogue, donc ça demande beaucoup de travail d'adaptation. J'avais vraiment peur que Judith Godrèche se prenne les pieds dans le tapis et finalement, elle s'en est vraiment très très bien sortie. Elle a réussi à développer toute une galerie de personnages secondaires qui n'existaient pas forcément dans le roman pour rendre ça un peu plus vivant. Judith Godrèche filme vraiment avec une certaine sensibilité, une pudeur, mais en même temps une force, tous les abus que la jeune Annie va subir, qui est d'ailleurs interprétée par sa fille Tess Barthélemy, dont le jeu a largement évolué depuis la série Icon of French Cinema. Donc une actrice à suivre. Globalement, c'est un film plutôt réussi, assez académique peut-être, mais en même temps c'est aussi les débuts de la réalisation de Judith Godrèche. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver l'entretien que nous avons mené avec elle sur Sorociné, où justement nous allons parler du sens profond de l'œuvre et aussi de l'histoire de Judith avec Annie Ernaux et de sa passion pour la littérature. C'est du côté des sélections parallèles qu'on trouve un autre grand coup de cœur pour certaines d'entre nous. C'est La Gradiva, le premier long métrage de Marine Atlan qui a été présenté à la Semaine de la Critique. Alors Marine Atlan, c'est d'abord une directrice de la photographie qui est très identifiée dans le cinéma français. Dernièrement, elle a notamment travaillé sur Les Reines du drame d'Alexis Langlois, Le ravissement d'Iris Keltenbach ou L'englouti de Louise Aymon. Donc c'est vrai que son premier film en tant que réalisatrice était très très attendu. Et personnellement, c'est pour l'instant le plus beau film que j'ai vu du festival. En fait, La Gradiva, ça va suivre une classe de lycéens de terminale qui part en voyage scolaire à Naples pour visiter les ruines de Pompéi. Et le film, en apparence, il peut ressembler à un teen movie assez classique, avec des personnages adolescents assez archétypaux. On retrouve l'élève qui est intelligent et populaire, on retrouve celui qui est en décrochage et qui a énormément d'humour, on a le groupe de filles populaires, on a la fille qui est ostracisée mais qui est très intelligente. Et en fait, Marine Atlan, elle va fouiller ces personnages avec beaucoup de détails pour en faire une étude sociologique, mais sans non plus faire une sorte de portrait tiroir sociologique non plus. C'est un film qui a énormément de finesse, énormément de mélancolie sur ces personnages adolescents. Et c'est vrai que ça se démarque pas mal parce que, en fait, des portraits de jeunesse, on en voit beaucoup à la Semaine de la Critique, puisque c'est une programmation qui est dédiée au premier et au deuxième long métrage. Et il faut savoir que les récits d'apprentissage, c'est souvent des passages obligés pour des premiers films. Ici, La Gradiva, c'est un film qui va monter en intensité très très progressivement. Et surtout, Marine Atlan est directrice de la photo et ça se voit. Le film est visuellement magnifique sans en faire
trop non plus. Et je pense notamment à certaines scènes, notamment à une scène qui se passe dans un dortoir de filles, qui est filmée avec beaucoup de douceur et beaucoup de dynamisme en même temps. C'est une séquence que j'ai vraiment adorée. Et d'ailleurs, je suis pas la seule à avoir eu un énorme coup de cœur pour ce film. C'est aussi le cas de Victoria, donc je vais demander ce qu'elle en a pensé. La Gradiva, c'est grandiose. Ce film a vraiment fait une réaction intense parce que vous voyez, quand vous aimez tellement un film, vous avez envie d'applaudir et d'être à fond avec le public. Et là, j'arrivais même pas à applaudir parce que j'étais scotchée à ma chaise et remplie d'émotions. Déjà, ça se voit que c'est une directrice de la photographie parce que le film, les images sont magnifiques. La réal, elle a un sens de la narration qui est incroyable. Je retiens notamment beaucoup aussi le jeu des acteurs, parce que qui dit un super jeu des acteurs dit aussi une super direction. Je trouve que le film arrive vraiment autant à balayer un point de vue général sur le capital de plusieurs personnages adolescents dans le même temps. Et en même temps, elle est extrêmement précise dans les portraits qu'elle dresse, donc c'est assez impressionnant de réussir à faire ces deux choses à la fois. Le film, il est ni fataliste, ni romantique. Philosophiquement parlant, il pose beaucoup de questions sans vraiment apporter de réponses précises ou manichéennes. Ce que j'ai beaucoup aussi aimé, c'est comment est-ce que la réal parle de l'adolescence, c'est-à-dire qu'elle en parle avec beaucoup de tendresse et en même temps, elle n'hésite pas à parfois se moquer, et je trouve que sur tellement d'aspects, ça fait que ce film, il est aussi humain que intelligent. Et puisque c'est Victoria qui a fait l'interview de Marine Atlan, on vous en met un petit passage ici où elle nous parle du fait de passer d'un poste de directrice de la photo à un poste de réalisatrice, et aussi de la manière dont elle a conçu ses personnages adolescents. Je crois que l'expérience de plateau, c'est-à-dire d'avoir fait 7 longs métrages en tant que directrice de la photo, me permet d'arriver sur le plateau de la Gradiva avec des outils que parfois les cinéastes ont moins parce qu'ils tournent moins, plus rarement quoi. Moi je tourne un film par an, donc c'est comme ça un entraînement quoi. Donc je connais assez bien, ce qui ne veut pas dire que je connais tout, mais je connais les problématiques de plateau, j'y suis habituée, je sais comment le temps passe, comment essayer de fonctionner dans une équipe, avec quelle équipe j'ai envie de tourner, que ce soit en termes de dispositifs ou en termes de gens. Enfin, j'ai aussi une famille de cinéma, des collaborateurs et des collaboratrices avec qui je travaille beaucoup, qui sont proches et que je connais très bien, et avec qui, par exemple Anna, chef déco, on a fait ensemble Les Reines du Drame, on a fait ensemble Le Ravissement, on a fait ensemble L'Englouti. Donc on arrive sur la Gradiva avec cette collaboration, on se connaît par cœur. Et bien sûr là c'est encore différent, je suis en train de réaliser mon film, mais notre trajectoire, notre compagnonnage esthétique nous aide beaucoup à trouver notre manière de travailler quoi. Effectivement on est un peu parti d'archétypes, mais pas du tout pour les garder, mais pour nous guider en fait, pour imaginer aussi un peu la sociologie de la classe, les différents rapports de force, les groupes, qui est cool, qui l'est pas, qui a du pouvoir, qui n'en a pas, qui attire, qui n'attire pas, qui est bon élève, un peu avec le jeu du teen movie en tête quoi, de manière ludique. Et ensuite on est venu nuancer, approfondir, complexifier ces personnages en leur donnant des singularités, une histoire. On s'est aussi basé sur notre vie, sur nos expériences, nos souvenirs de lycée, puisque c'était qu'une classe. On a fait aussi un travail documentaire précis, c'est-à-dire qu'on est allé faire des entretiens avec des jeunes, ce qui a donné des idées aussi de vie, de trajectoire, qu'on n'aurait peut-être pas imaginé sans ça. On a fait ce voyage scolaire aussi avec une classe de terminale pour observer vraiment concrètement comment ça se passait. Donc toujours avec un peu un souci de réalisme et d'exactitude, en tout cas d'esquisser, de dresser un portrait qui n'est pas fantasmé, mais en étant effectivement précis sociologiquement en fait. Et pour ça, moi je me suis vraiment basée sur mon lycée où j'ai passé mon bac, c'est le lycée Maurice Genevoix à Montrouge, comme un peu le lycée exemple quoi, penser un peu la sociologie. Et après je voulais pas marteler ces choses-là, je voulais qu'elles arrivent plutôt par la bande, comme ça en creux, plutôt que de les affirmer dans des scènes scénaristiques où on pose un peu le cadre social de tous les personnages. Je voulais qu'on comprenne pas à pas les choses et qu'on nous les donne à voir plutôt que qu'on nous les dise quoi.
Côté séance spéciale, il y a aussi une petite découverte qu'Enora Abri voulait nous partager. C'est le film Tangles. C'est un premier long métrage d'animation de la réalisatrice américaine Lea Nelson et elle nous en parle. Oui, tout à fait. Alors Tangles, c'est un film de la réalisatrice Lee Nilsson. Alors c'est un film d'animation et il faut avouer que du coup ça partait pas gagnant parce que moi je n'aime pas trop les films d'animation d'habitude, mais là j'ai été très agréablement surprise. Ça raconte l'histoire d'une femme queer qui vit aux États-Unis et qui doit rentrer dans son village natal pour retrouver sa mère parce que sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc en fait on voit le début, puis au fur et à mesure toutes les saisons qui passent et la maladie qui progresse. Sauf que bon, déjà c'est un thème c'est sûr pas forcément très joyeux, mais le film c'est très bien articulé, les moments drôles, touchants et ensuite dramatiques. Le personnage principal est hyper libre, hyper drôle, donc c'est ce qui fait que ça fonctionne très très bien. J'ai limite lâché ma petite larme et ça aussi c'est très rare, donc franchement une belle découverte. Pour finir, il y a un film qu'on attendait beaucoup dans cette édition. C'est un film qui a été donc diffusé en séance de minuit. Ça s'appelle Sanguine. C'est le premier long métrage de Marion Le Corollaire. C'est un film de body horror de réalisatrice, comme on en voit de plus en plus à notre grand plaisir. Sanguine, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est interne en urgence dans un hôpital et qui est prise de symptômes de plus en plus violents avec le stress qui grandit. En gros, elle commence à suer du sang. Et donc vous le savez, si vous avez écouté notamment nos épisodes sur Grave, The Substance ou Titane, à la rédaction, on aime plutôt bien le cinéma d'horreur de réalisatrice. Mais devant Sanguine, on a été pas mal à avoir été perplexe, voire carrément déçu. Alors avec Enora Abri, Margot Barallon et Victoria Fabi, on s'est réunis pour débriefer tout ensemble de cette séance. Oui, c'était un film très attendu, même si souvent le body horror ça peut faire un peu peur et pas toujours dans le bon sens du terme, je veux dire. De toute façon à Cannes il faut toujours la séance où les gens se sont évanouis, où les pompiers sont arrivés c'est ça, en pleine sinon c'est pas un festival s'il n'y a pas au moins un ou deux vomis, tu vois. Mais le problème c'est que c'est un film qui raconte pas grand chose de nouveau, entre le fait que on suit toujours une étudiante en médecine, alors ça rappelle tout de suite le film de Ducournau. Tous les plans sont piqués au film de Coralie Farja, enfin je sais pas si toi t'as remarqué ça aussi. Oui, les plans de Coralie Farja étant déjà piqués à d'autres, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'un film très référencé. En fait, moi, ce que je reproche d'abord au film, c'est quand même que visuellement, j'ai trouvé ça très raté. J'ai trouvé ça assez cheap. Je pense qu'il y a peut-être un budget manquant quelque part, et les décors, moi, m'ont carrément sorti du film. J'ai vraiment eu l'impression de voir du carton partout. C'était un petit peu compliqué à ce niveau-là. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je me suis fait cette réflexion. Peut-être que c'était là aussi une manière de s'inspirer du travail de Coralie Farja dans ce côté un peu faire un peu du film d'horreur très série B, très bête et méchant. Il y a vraiment des moments où le film va à fond sur ce registre-là. Je me suis dit que peut-être que là, il y avait aussi cette inspiration justement d'un cinéma qui se veut très, très série B et très bête et méchant. Enfin, ce qui est vraiment un peu le cas de The Substance aussi, en très assumé, quoi. De manière générale, oui, il y a eu beaucoup de références, mais pour moi, c'était tellement assumé qu'il y a un truc de l'ordre du feumage, quoi. Enfin, je m'inscris dans l'ordre, etc. Ouais, alors juste, moi, j'ai pas de souci avec le fait qu'on soit dans un hommage ou un feumage directement à ces réalisatrices-là. De toute façon, sur le registre de body horror, il y a vraiment un pilier principal, c'est le cinéma de Ducournau, surtout quand on parle d'horreur fait par des réalisatrices pour parler de corps très politiques, et de Coralie Farja. Le truc, c'est un peu ce que disait Nora, c'est qu'il faut aussi aller au-delà, et moi j'ai trouvé ça en fait un peu paresseux en termes de recherche de cinématographie. Enfin, je veux bien qu'on fasse de la citation, et il y a des plans qui font très très directement référence à Grave. Il y a d'autres plans, dont un d'un dos qui s'ouvre. Enfin, c'est très très clairement l'image calquée de Coralie Farja. Qui était calquée sur le court-métrage de Ducournau déjà. Donc, oui, c'est vrai. En fait, moi je trouve que c'est pas hyper inventif, même dans des moments avec un peu la baston finale, entre guillemets. Je trouve qu'en termes de mise en scène, en fait, elle a pas l'air tellement de s'éclater. Du coup, vraiment, moi je suis un peu restée sur ma faim parce que on peut faire un truc complètement plein d'autodérision, qui se prend pas au sérieux, mais du coup, allons-y à fond dans la mise en scène. Et ça, par exemple, je trouve que dans sa manière de se déplacer, en fait, elle nous resserre quand même toujours la même chose. On est souvent vraiment en plongée sur les personnages. Après, là où j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'est le choix du sujet. Il aurait pu être mieux exploité, mais je trouve que les internes en médecine,
hyper approprié de faire de l'horreur avec ça. Enfin, je trouve que le terreau est formidable. Après, là où je suis d'accord, c'est je trouve que le film parfois il prend différentes directions sans aller vraiment au bout de quelque chose. Du coup, il y a une forme de frustration, mais je trouve que la catharsis du film, enfin c'est quand même un film qui fait du bien et il y a vraiment l'idée de la gradation aussi dans le jeu. Et moi, je dirais en tout cas ce que je retiendrai, c'est un jeu qui fait que ça vaut le coup d'aller voir le film. Bah, tu parlais du propos, mais c'est aussi le problème, c'est-à-dire qu'elle se serait concentrée sur le corps hospitalier, ça aurait été très bien et c'est tout à fait logique comme tu es en train de le relever, mais après elle va comparer ça avec la trajectoire de vie d'une tradeuse, un pigiste, enfin finalement le sujet est en train de se diluer pour devenir finalement pas très original. Oui, aujourd'hui le travail est difficile, les gens se sentent exploités et donc ils ont l'impression de devoir surperformer tout le temps. D'accord, mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Si on s'était peut-être concentré sur un cas particulier, on aurait peut-être mieux ressenti la finesse, si tu veux, du propos, alors que là, elle est inexistante, enfin, en tout cas, à mon sens. En fait, ce que je trouve dommage, effectivement, c'est que j'avais regardé pour préparer cette édition, du coup, son court-métrage, duquel est directement inspiré ce film, qui je crois que ça s'appelle Dieu n'est plus médecin, et qui, pour le coup, avait beaucoup moins cette palette très pop, très Coralie Farja, justement, et qui, pour le coup, se concentrait uniquement sur le corps hospitalier, avec un discours qui, justement, paraissait beaucoup plus politique, ce qui est un peu paradoxal pour un court-métrage. Il y avait vraiment cette idée d'un corps hospitalier qui est tellement mis sous pression que du coup il y a cette idée d'une continuité dans justement l'exploitation des corps et la non-reconnaissance, etc. Et en fait, justement, je trouve que là, il y a quelque chose d'un peu dévitalisé politiquement et de presque un peu ambigu parce que justement le fait de décentrer son propos sur l'hôpital pour du coup le mettre en parallèle avec cette carrière de tradeuse, enfin, c'est vraiment une sous-intrigue pendant tout le film. On quitte vraiment le sujet sur les hôpitaux sous pression, qui en plus, moi je me dis, utiliser ce sujet-là par le registre du body horror, j'aurais trouvé ça vraiment passionnant. Mais c'est vrai que du coup là, en le décentrant, elle a un sujet un peu plus global et un peu plus dévitalisé sur, tu l'as dit, la surperformance dans le milieu professionnel, qui du coup est un peu plus vague et je trouve beaucoup moins politique en fait. Elle traduit ça par une espèce de mal-être générationnel, de mal de jeunesse et je trouve ça beaucoup moins intéressant, quoi. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des esquisses intéressantes, notamment à travers l'humour. Je pense à ce tableau ridicule où Karine Viard va explicitement mettre les photos des gens et les trier chaque jour. Et en fait, c'est ubuesque, mais je pense c'est très réaliste d'un côté aussi à l'hôpital. Ou même, par exemple, sur le côté body horror, il y a une esquisse aussi à un moment donné quand elle prend l'énorme scie et qu'elle s'approche du vieux poète patient prête à le dégommer, ou même quand elle opère à cœur ouvert ce patient. Il y a quelque chose de très drôle. Et je trouve que c'est une forme aussi de politisation, l'humour. C'est déjà la fin de cet épisode, mais on revient dans quelques jours, le temps de refaire le plein de nouvelles découvertes, de recommandations et toujours plus de débats. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez toujours suivre en direct notre tableau des étoiles de la compétition sur notre site internet pour découvrir tous nos avis sur les potentiels futurs Palmes d'Or. On commence déjà les pronostics. Vous pouvez aussi toujours nous mettre 5 étoiles, un commentaire plein d'amour ou nous envoyer plein de force. À bientôt!